Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va voir un petit peu l'origine de nos mets traditionnels de Noël et je vous amène un petit vent de fraîcheur pour justement briser un peu ces traditions-là. En Europe, pour le Nouvel An, on mangeait de l'oie. C'était ça le mets traditionnel. De l'autre côté de l'océan, les oies sont plus rares et plus coûteuses. C'est pour ça que les dindes, qui à l'époque étaient sauvages, étaient abondantes. Et en plus, elles étaient faciles à élever. C'est pourquoi c'est la dinde ici qu'on sert à Noël en Amérique. Par les routes commerciales de l'époque, la dinde s'est retrouvée en Europe. C'est pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est facile à élever et que c'est peu coûteux, qu'on apprécie encore la dinde, d'autant plus que cet oiseau-là est beaucoup plus gros. On peut servir beaucoup plus de personnes qu'avec une oie. La dinde maintenant. Bien, premièrement, savez-vous pourquoi la dinde s'appelle dinde? Parce que quand Christophe Colomb, qui était français, est arrivé ici, il se croyait aux Indes, hein, vous le savez. Alors, quand son équipage et lui ont constaté ces grosses volailles qui volaient pas très bien, ils l'ont nommé poulet d'Inde. Au fil du temps, il y a eu une contraction de cette expression-là et le nom pour désigner cette volaille est resté d'Inde. C'est la même chose pour les Anglais qui, eux, à un moment donné, se croyaient en Turquie. Ils ont donc nommé cette volaille Turkey. On pense à tort que les choux à la crème, c'est très compliqué à faire, mais c'est pas le cas. Pour la recette de choux à la crème, vous aurez besoin de une demi-tasse d'eau, un quart de tasse d'huile végétale, une demi-tasse de farine et 2 œufs. Dans une casserole, vous allez verser l'eau et l'huile et vous allez porter à ébullition. On retire du feu et ensuite on ajoute la farine d'un coup et je brasse immédiatement pour que ça me fasse une belle boule. On va rallumer un petit peu le feu pour que la boule se forme bien comme il faut. Alors, je vais transférer ça dans un contenant comme ça. Oups. Et je vais la brasser encore pour la refroidir un petit peu. Alors, quand je touche la pâte, il ne faut pas que je me brûle. C'est encore un peu chaud. Quand c'est tiède, c'est-à-dire que vous pouvez le toucher sans vous brûler, on va ajouter les œufs un à un en battant fortement à chaque addition. Je vais changer d'instrument. Je vais utiliser mon batteur parce que c'est beaucoup moins dur sur mon petit bras. Et la raison pour laquelle on refroidit la pâte, c'est que si on ajoutait l'œuf dedans, quand c'est chaud, bien l'œuf, il cuirait, il ne ferait pas ce qu'on veut. À la fin, après avoir ajouté les œufs, vous devriez avoir une pâte de consistance assez dense, mais qui, quand vous allez le brasser, ça va faire un ruban. Avec une poche à décorer ou 2 cuillères à soupe ou une petite cuillère à portionner, on va aller faire des petites boules sur une plaque à biscuits munie d'un papier parchemin. Moi, j'aime beaucoup utiliser une petite cuillère à portionner et je vais venir faire des petites boules comme ça. Attention, c'est une pâte qui est assez collante. Et là, on donne de l'espace parce que ça gonfle beaucoup. Là, vous allez constater que j'ai pris une petite cuillère. Je pourrais mettre encore des plus petits choux. On va les farcir avec une crème pâtissière. Mais comme la pâte à choux, c'est une pâte qui est vraiment très neutre, on pourrait les farcir aussi d'une petite mousse de foie ou d'une petite salade de couscous. La recette originale me disait que avec cette recette-là, on faisait 6 gros choux.
Alors, vous allez constater que moi, j'en fais beaucoup plus que ça parce que je trouve que des choux de la grosseur d'une patate, c'est beaucoup trop gros. On envoie ça au four à 425 pour 15 minutes et ensuite, on baisse le four à 350 pour 30 minutes. C'est parti! Pour la crème pâtissière qui va garnir nos choux à la crème, vous aurez besoin de 1 tiers de tasse de fécule de maïs, 1 tiers de tasse de sucre, 2 tasses de lait, 2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à thé de vanille et 2 cuillerées à table de beurre. Dans une casserole, on va verser le sucre, la fécule de maïs qu'on va bien mélanger ensemble. Parce que de cette façon-là, le sucre et la fécule vont se mélanger plus facilement au lait. On va ajouter le lait et les jaunes d'œufs et on va porter ça à ébullition en fouettant tout le temps. On constate que quand on l'a porté à ébullition puis qu'on l'a laissé bouillir 1 minute, alors on a quelque chose de vraiment épais, c'est la fécule qui a donné cette texture-là. On ajoute le beurre et la vanille et on va battre jusqu'à temps que la crème pâtissière soit tiède. Et à la spatule, je vais venir brasser tout ça. Ce geste-là, battre à la spatule et pour refroidir, ça s'appelle vanner la crème. Je fais cette crème-là particulièrement épaisse parce que je veux que quand je vais la mettre dans mes choux, je veux qu'elle se tienne. On va verser ça dans un plat et on va mettre une pellicule de plastique collée sur la crème pâtissière pour éviter que ça fasse une croûte dure dessus. Et on va envoyer ça au frigo pour la refroidir complètement pour garnir nos choux. Il y a plusieurs façons de garnir les choux. La façon traditionnelle de le faire, c'est de faire un petit trou en dessous et avec une poche à décorer, de fourrer le chou bien comme il faut de crème pâtissière ici. Ça pourrait être une crème fouettée ou une crème aux fraises aussi. Là, vous pouvez vous laisser aller à tous les plaisirs. Je vais vous proposer de couper une petite calotte et de les fourrer par-dessus. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire votre petite calotte ici. Et vous voyez, c'est complètement vide dedans. Et avec une petite cuillère à thé, on va venir fourrer les choux. C'est merveilleux, hein? Pour monter le croque-en-bouche, on va verser le sirop dans une casserole et on va le porter à ébullition jusqu'à temps qu'il atteigne 150 degrés. Et là, la quantité de sirop d'érable qu'on va utiliser, qu'on va faire chauffer, c'est pas très important, en autant qu'on ait assez pour monter notre croque-en-bouche. Puis ensuite, ce qui va nous rester après le collage, on va l'utiliser pour faire du sucre filé, pour faire une décoration sur notre arbre. Quand on fait du sucre comme ça, le thermomètre à bonbons ou le thermomètre à cuisson est vraiment un allié précieux. Alors, un petit secret pour éviter que notre sirop d'érable monte en fou, on va ajouter juste une touche de beurre, puis qu'on va venir frotter le bord de notre chaudron ici. Et ça va faire en sorte que, techniquement, si ma belle-mère me dit vrai, ça ne devrait pas déborder. Quand il va avoir atteint 150 degrés, on va prendre nos petits choux qui sont déjà farcis, on va les tremper dans le sucre et rapidement, on va aller les coller sur notre cône. Puis là, on commence toujours par en bas pour finir par en haut. Alors, on va faire ça avec tous les choux et qu'on va monter pour faire un genre de beau sapin. On va aller tremper la fourchette ou le fouet dans le sucre, puis on va lever rapidement, ça va faire des filets qu'on va répartir dans le fond sur le cône.
Les premières traces du gâteau aux fruits datent de l'Antiquité égyptienne. On y retrouvait des pains dans lesquels étaient intégrés des fruits pour les sucrer. Du miel était ajouté pour la conservation du pain aussi. On était déjà, à cette époque-là, dans l'esprit du gâteau aux fruits actuel. Chez les Romains, ce type de gâteau était préservé avec de la bière. Chaque étape, au fil des siècles, amène des fruits, des noix et des goûts différents. On retrouve une version différente du gâteau aux fruits dans de nombreux pays. Au Moyen Âge, grâce aux découvertes des explorateurs, les épices du Moyen-Orient, les agrumes d'Asie, ces éléments-là ont fait apparition dans les coutumes. Durant la période coloniale, on a ajouté tout ce qui venait de l'Amérique du Nord. Les noix de pécan, le sucre de canne, le tafia, qui est l'ancêtre du rhum, était aussi ajouté pour la conservation et le goût. Le gâteau aux fruits du Québec nous vient plus directement des Anglais en lien avec le plum pudding, entre autres pour sa lourdeur et sa densité. Les tout premiers plum pudding arrivés ici contenaient d'ailleurs de la viande. En fait, c'était essentiellement une méthode de conservation de la viande et des fruits. On a commencé à le manger comme gâteau un peu avant le 18e siècle, quand on a retiré la viande. Les gâteaux aux fruits étaient toujours consommés à des moments spéciaux, comme les fêtes et les noces, parce que le gâteau contient des éléments dispendieux, comme des fruits qu'il faut faire venir de l'extérieur, les noix et les épices. Et à l'époque, les noces avaient souvent lieu l'hiver. Et comme le gâteau se conservait longtemps, c'était pratique. Pourquoi le gâteau est devenu mal aimé au fil du temps? Bien, peut-être parce que c'est lourd. Hein? Aujourd'hui, nos desserts sont moins lourds. Il y a aussi l'arrivée des versions commerciales des gâteaux aux fruits et, disons-le, elles ne sont pas si bonnes que ça. Il y a trop de pâte. Souvent, les fruits sont de mauvaise qualité aussi. Dans les versions industrielles, il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui ont été remplacés. Par exemple, on utilise de l'huile à la place du beurre. On retrouve également plus de jus pour la macération que d'alcool. Le temps de macération aussi est beaucoup plus limité, mais la macération dans l'alcool, c'est ça qui donne le goût particulier du gâteau aux fruits. Peu de maisonnées font leur gâteau aux fruits, mais pour celles qui les font, souvent on fait ça autour de l'Action de grâce pour les laisser vieillir jusqu'à Noël. J'en fais des gâteaux aux fruits. Oui? Oui. Je les pars toujours au mois d'octobre pour les manger à Noël. Oh, oui. Pour vrai. Et je les arrose de rhum au moins 3 fois. Pour notre petit feuilleté tourtière, on a besoin de une demi-livre de viande hachée, une barquette de champignons hachés, 2 tranches de pain passé au robot culinaire, du sel et du poivre, un petit oignon haché bien fin et vos épices à tourtière. Pour les épices à tourtière, vous pouvez utiliser des épices du commerce. Moi, j'aime bien les faire moi-même et je ne quantifie à peu près jamais ce que je fais. Alors, j'ai un petit peu de piment de la Jamaïque, un petit peu de cannelle et un petit peu de clou de girofle avec de la sarriette. Pour nos petits feuilletés, ce qu'on va faire, c'est que dans une poêlonne, on va faire cuire ensemble le champignon, l'oignon, la viande, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide et que la viande soit toute cuite. On ajoute à ça la mie de pain broyée et les épices. On brasse ça quelques minutes et c'est prêt. On fait refroidir ça. Pour le montage de nos petits feuilletés, on va prendre 2 feuilles de pâte philo. Et là, ne vous en faites pas si elles sont craquées, là, ça dérange absolument pas. Alors, on va prendre la première feuille de pâte philo qu'on va déposer sur le comptoir et ensuite, on va mettre du beurre fondu un petit peu partout à l'aide d'un pinceau. Et on va mettre l'autre feuille par-dessus.
Je vais utiliser 2 épaisseurs, mais si vous vouliez en mettre une 3e ou puis une 4e, il n'y a pas de problème. On va couper ça en 3 lanières et on va mettre un petit peu de viande à tourtière dessus et on va le fermer en le roulant en triangle. On suit toujours l'angle qui est sur le restant de la pâte. Comme ça et comme ça. Donc, on l'a plié en beaucoup de fois, fait qu'il y a vraiment plusieurs épaisseurs de pâte, là. Cette façon de plier-là va faire en sorte que votre chausson va être fermé sur tous les côtés. De la pâte phyllo, on ne laisse pas traîner ça parce que ça sèche rapidement. Alors, aussitôt fait, aussitôt soit entreposé ou cuit, on envoie ça au four ensuite à 400 degrés jusqu'à temps que ce soit tout doré. La tourtière. L'origine de la tourte, ça remonte à la nuit des temps. On fait mention de ce type de plat dans des ouvrages datant de bien avant 1700 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une pâte dans une assiette creuse qu'on appelait tourtière, d'où le nom du plat, garnie de viande et recouverte d'une autre pâte. On dit que son origine est aussi vieille que la soupe. Avec le temps, elle a évolué. Ce qu'on met entre les 2 pâtes a pris diverses tangences selon les cultures et selon les courants économiques. Il y a des plats semblables dans presque tous les pays. Mais la grande question qui divise les Québécois, qu'est-ce qu'une vraie tourtière? D'abord, l'ancêtre de la tourtière a traversé l'océan avec la colonisation. Comme on l'importait et qu'elle venait par la mer, on le nomma le sea pie. Elle contenait alors des petits morceaux de pigeon, de porc, de veau et de dinde qu'on avait toujours en 2 pâtes. On pense qu'il vient de Grande-Bretagne ou de l'Écosse pour arriver ici en Gaspésie et à Charlevoix. Le terme sea pie, c'est-à-dire tarte de la mer, est devenu ensuite le sea pie, comme avec des pailles, et le mot s'est encore transformé pour devenir 6 pâtes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à mettre 6 rangées de pâtes en alternance avec les garnitures, et ça contenait beaucoup de gibier. Les colons l'ont transporté avec eux jusqu'au lac Saint-Jean et ailleurs au Québec. Certains l'ont gardé comme au début, c'est-à-dire avec 2 pâtes et des morceaux de viande. Pour d'autres, les morceaux de viande sont devenus de la viande hachée qui était beaucoup plus facile à travailler et d'autres ont conservé les 6 pâtes. La tourtière du lac Saint-Jean est donc un dérivé de la tourte à la viande arrivée de l'Europe en passant par la Gaspésie. Même chose que la tourtière de Parisis. Alors dites-moi, qui détient la vérité? Pour les petites boulettes au canneberge, on a besoin de 1 livre et demi de viande hachée, 2 tiers de tasse de chapelure, un œuf, 2 conserves de 398 ml de gelée de canneberge, 1 cuillerée à thé de cassonade et 1 tasse et quart de sauce chili. Dans un grand plat, on va mélanger tous les ingrédients des boulettes, c'est-à-dire la viande, la chapelure et l'œuf, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, on mélange tout ça bien ensemble. Aujourd'hui, j'ai un petit mélange de veau et de bœuf, mais vous pourriez prendre n'importe quelle viande hachée, là, ça fait le travail. Même la dinde ou le poulet, là, c'est vraiment super bon. Ensuite, on va se rouler des petites boulettes, pas trop grosses, qu'on va mettre sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin. Encore une fois, moi, j'aime bien prendre ma cuillère à portionner parce que ça me fait des petites boulettes toutes bien égales. Alors, même si j'utilise la cuillère à portionner, je les roule quand même, mes boulettes, pour bien les serrer. Et on va cuire ça à 350 une quinzaine de minutes. Pendant que les boulettes cuisent, on va préparer notre sauce. Alors, dans une casserole, on va verser la sauce chili
avec la gelée de canneberge et on va porter ça à ébullition. Quand on porte ça à ébullition, c'est super important. On y va avec douceur parce que si vous mettez votre feu trop fort, bien, vous allez avoir l'impression que ce qu'il y a dans le chaudron vous attaque. Salut les popounes! Alors, quand nos petites boulettes sont prêtes et que notre sauce elle est prête aussi, on va déposer les boulettes dans un moule à gâteau carré, on va verser la sauce dessus et on envoie ça au four pour un autre 20 minutes. Puis pendant ces 30 minutes-là, je vais aller brasser une coupe de fouet. Ouh, que c'est sexy! C'est à servir en entrée avec un petit cure-dent ou bien avec la sauce sur un riz blanc. Le ragoût de pâte de cochon. J'ai cherché autant comme autant et je n'ai pas trouvé l'origine exacte de ce plat. Mais ce que je sais, c'est que cette recette-là, elle est cuisinée ici depuis la colonisation et ça permettait de cuisiner le jarret du porc parce que vous savez qu'à l'époque, on se servait de vraiment toutes les parties de la bête. On utilisait peu d'épices et celles qu'on utilisait étaient goûteuses pour en utiliser moins, d'où la cannelle, le piment de la Jamaïque, etc. La farine grillée donne aussi beaucoup de goût et de caractère à ce fameux ragoût. Le sucre à la crème maintenant, c'est un petit peu controversé ça, parce que sur certains sites, on dit que le sucre à la crème, c'est une friandise française. Sur d'autres médias, on dit que cette recette-là remonte de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans où on cultive la canne à sucre depuis des centaines d'années. On sait que le sucre voyage depuis très longtemps. Dans d'autres textes que j'ai lus, ce serait effectivement d'origine française et les Acadiens qui ont amené cette recette-là plus dans le sud lors du grand déménagement. Pour notre petite gelée de canneberge, vous allez avoir besoin de 8 tasses de canneberge fraîche ou 3 paquets de 340 g, 4 tasses d'eau et 4 tasses de sucre. Dans une grande casserole, on va mettre les canneberges et on va mettre de l'eau jusqu'à égalité des canneberges. Bien évidemment, avant de mettre nos canneberges dans le chaudron, on les a lavées et on les a triées. On va faire bouillir ça pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va égoutter les canneberges. Alors, quand c'est bien égoutté, on remet dans la casserole et on fait bouillir 5 minutes avant d'ajouter le sucre. Ça fait 5 minutes que ça bout. J'ajoute le sucre. Dans de la gelée, ça contient toujours beaucoup de sucre. Et on n'aura pas besoin ici d'ajouter de pectine liquide ou en cristaux parce que la canneberge contient assez de pectine naturellement pour nous faire là, une belle gelée. Quand j'ai mis le sucre, je reporte ça à ébullition pour une dizaine de minutes. Et attention, parce qu'on a mis le sucre dedans, ça peut gonfler et déborder, fait qu'on surveille de proche. Comment vérifier que votre gelée est prête? Alors, vous allez prendre une assiette que vous allez avoir déposée au frigo pendant que ça bouillait. Vous allez prendre une petite cuillère et déposer du bouillon dans l'assiette, comme ça, et vous allez la faire circuler. Hop, voilà, comme ça. Et quand ça va circuler, si vous passez votre doigt, c'est pas supposé se rejoindre au centre. Alors, quand on voit ça, c'est signe que c'est prêt. Ensuite, on met en pot et on réfrigère jusqu'à temps que la gelée soit prise.
Alors, on laisse refroidir ça pour que ça prenne en gelée. On ne met pas ça au frigo tout de suite parce que pour éviter le choc thermique. Si vous souhaitiez faire une conservation à long terme, vous pourriez utiliser des pots maçons et faire une mise en conserve 10 minutes, c'est-à-dire de déposer vos pots dans une casserole avec de l'eau. Il faut qu'il y ait au moins un pouce d'eau par-dessus vos pots et il faut que ça bout à gros bouillon pendant 10 minutes. On est en période du grand partage mascoutin, alors si vous souhaitez donner, je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Toutes les informations pour faire vos dons y sont. En attendant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on se revoit en janvier. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.